JT Gap Foire Expo 2015, 7e édition, le bonheur est dans le jardin, c'est parti. Si l'amour est dans le pré, on peut dire que le bonheur, lui, est dans le jardin. Et c'est ce qu'on va développer tout le long de cette émission. On vous propose un petit voyage au pays de l'horticulture des Hautes-Alpes. On va rencontrer des pépiniéristes comme Bérangère, qui est juste derrière moi, occupée avec du public, qui est venu en masse ici à l'espace agricole, où on a dédié carrément une tente immense à l'horticulture des Hautes-Alpes. On va voir les plants de haute montagne, les plantes de haute montagne, les fleurs, des plantes en suspension et aussi des plantes truffiers. Bref, vous avez compris, on va vous mettre un peu à jour de toute l'actualité de l'horticulture des Hautes-Alpes, mais pas seulement. Regardez plutôt le sommaire. Au sommaire de cette 7e édition, un petit voyage au pays de l'horticulture des Hautes-Alpes avec deux pépiniéristes, Bérangère André dans le Buëch qui possède 190 variétés de fleurs, Anne-Marie Marou de Saint-Laurent dans le Champsaur, elle vend des plantes truffiers, et enfin Benoît Signoret, lui est producteur notamment de plantes en suspension. En reportage, on découvrira le circuit du bois de chauffage, de la coupe à la chaudière, et notre série des vieux métiers nous fera découvrir le tour à bois. Et en fin de JT, ne manquez pas la démonstration culinaire de Cédric Manzoni. Première escale de notre voyage horticole dans les Hautes-Alpes, eh bien nous sommes au Sex, près de Veynes, dans la vallée du Buëch, à la pépinière de Luc André, avec Bérangère. Tout d'abord, cette pépinière, vous en avez ramené quelques petits exemplaires ici de ce que vous produisez. Elle se situe où exactement et qu'est-ce que vous y faites là-bas ? Alors la pépinière se situe dans le village du Sex, qui est situé à peu près 900 mètres d'altitude. Et là, on cultive des végétaux adaptés au climat et au terrain de montagne des Hautes-Alpes. Alors on va avancer un petit peu, vous allez nous montrer justement ce qu'on appelle un peu des plantes donc de montagne. Quelle est vraiment leur caractéristique ? Alors c'est surtout une question de rusticité parce que les hivers sont très froids, les étés sont très chauds et donc il faut des plantes qui soient capables de supporter des grandes amplitudes thermiques. Voilà. Donc c'est vrai que dans les vivaces, il y a beaucoup de vivaces qui existent, mais pas autant qui sont ce qu'on appelle rustiques, c'est-à-dire résistantes au froid. Donc nous, on a une sélection de vivaces qui sont à la fois vivaces et rustiques, c'est-à-dire résistantes au froid. Voilà. Combien de variétés on peut trouver en moyenne chaque année ? Alors au niveau de la plante annuelle, pour le fleurissement estival, nous on a à peu près 190 variétés différentes d'annuelles à la pépinière. Alors on va pas vous demander de présenter les 190 variétés, on se dirige un peu vers notre droite. Apparemment, il y a quelques fleurs sur lesquelles vous tenez à nous présenter. Ces fleurs donc de printemps, c'est-à-dire donc on les plante maintenant, elles vont fleurir cet été. Voilà, tout à fait. Alors notamment, un petit peu rigolo, il y a l'abutilon qui est une plante vivace mais qui n'est pas rustique justement, donc qui gèlerait si on la laissait chez nous l'hiver, mais qui peut être plantée en pot et donc conserver l'hiver à l'intérieur, et qui fait une petite fleur en forme de clochette. Les gens pensent quelquefois que c'est un fraisier, alors qu'en fait c'est simplement une fleur. Voilà. Donc ça, l'abutilon, c'est vrai que c'est une petite plante qu'on aime bien, nous, à la pépinière. On aime bien aussi les géraniums parfumés, qui sont soit à la citronnelle, soit à la rose, soit au menthol. Voilà, ça permet aussi d'éviter les moustiques. Voilà, donc c'est à la fois allier l'esthétique et le parfum. Je trouve que ça rajoute un petit peu, c'est sympathique. Bon, 2 variétés sur 190, c'est déjà pas mal. On voit que vous aimez en parler. La fleur et, on va dire, les plantes sont une passion pour vous. Fin de notre première escale. Direction maintenant plutôt la mécanisation du bois de chauffage en bûchette et en plaquette de la coupe jusqu'à la chaudière. C'est un reportage de Luc Sadoué et de Robert Caillol. À gauche, aïe. Cette image pourrait sembler être d'un autre temps, mais ici dans les Hautes-Alpes, c'est le moyen le plus sûr de ramener les grumes de bois. Il y a des endroits dans les bois où les machines ne peuvent pas forcément passer, ou dans des zones protégées où il y a risque que les machines détruisent trop le terrain. Du coup, les chevaux sont plus adaptés, et donc dans les bois, ça se passe exactement comme ça. Vient ensuite le cubage. Le forestier armé d'un compas va effectuer différentes mesures.
qu'on va prendre des mesures sur la grume de bois qui a été apportée par le cheval, donc notamment la longueur et le diamètre au milieu de la grume, et ensuite on applique une formule mathématique qu'on apprend à partir de l'école primaire, et on va déterminer le volume de cette grume de bois. Alors, Jean-Michel, ça donne quoi? Alors ça donne 22 cm de diamètre au milieu. Donc ça il faut le multiplier, enfin on fait 0,22 pour l'avoir en mètre cube, parce qu'il faut tout mettre en mètres, sinon après on a des résultats erronés. Donc 0,22 au carré, multiplié par 0,22, ensuite on multiplie par pi, on divise par 4, et la bille fait 5 mètres de long, on multiplie par 5. Super, bon écoutez, il faut... J'ai pas ma calculette. Ouais, mais, je crois que normalement ça se fait de tête ça habituellement. Heureusement, Manon est venue avec sa calculette et les résultats est... Ça nous fait 0,18. Donc ça fait 0,19 mètres cubes. Il faut 5 arbres comme ça pour faire un mètre cube. Les agriculteurs et les propriétaires forestiers, lorsqu'ils veulent vendre des arbres ou par exemple en exploiter pour faire scier, pour faire des constructions chez eux, ils aiment bien savoir le volume de ce qu'ils vendent ou de ce qu'ils exploitent. Vient ensuite la coupe, deux types, la bûchette ou la plaquette pour deux types de machines. Alors la première machine permet de faire ce qu'on appelle du bois-bûche. Donc c'est une machine qui facilite le travail et diminue la pénibilité du travail du bois, puisque toute la manutention se fait à l'aide d'un tracteur et d'un chargeur. On dépose le bois sur ce qu'on appelle une table d'amenage, et ensuite cette table d'amenage va nous amener le bois vers le tapis, et en bout de tapis, on détermine notre longueur de bûche et on a une coupe à l'aide d'une chaîne de tronçonneuse. La machine est bien entendu beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus bruyante, puisque dans cette machine on a un gros rotor avec des couteaux, et l'objectif est de déchiqueter le bois en fin de compte en petits morceaux de 3 cm sur 3 et de l'évacuer à l'aide d'une grosse soufflerie et une manche. Donc la plaquette est évacuée dans une remorque. Cette plaquette sera stockée de 6 à 8 mois sous des hangars pour optimiser son séchage, et il nous faut du bois au moins avec 80% de matière sèche. Avec un appareil, on a pu faire ce qu'on appelle du bois-bûche, donc des bûches de bois, donc à destination de la première chaudière que vous avez ici sur le stand, donc des chaudières à très haut rendement, de l'ordre de 90% de rendement, qui sont entièrement automatisées. On a ce qu'on appelle une sonde lambda qui contrôle la qualité des fumées, et en fonction de ça, elle va orienter plus ou moins d'air dans la chaudière pour optimiser la combustion du bois. La deuxième chaudière est une chaudière à bois déchiqueté. On a un silo et la plaquette sera amenée à la chaudière en permanence grâce à des vis sans fin. Les agriculteurs sont réunis en coopérative d'utilisation du matériel agricole, la CUMA, pour investir dans ce matériel et partager les frais. Et oui, hein, les plantes, ça se mange aussi, c'est de la menthe chocolat. Voilà, l'une des 190 spécialités de cette première étape donc, de la pépinière qui est à 900 mètres d'altitude, la pépinière André. Maintenant, deuxième étape, on va aller plutôt à Saint-Laurent, dans le Champsaur, voir Anne-Marie Marou, qui, elle, a une spécificité, elle s'occupe, enfin en tout cas elle crée des plants truffiers. Anne-Marie, bonjour, merci de nous avoir entendus. Ça c'est de la menthe chocolat, vous pouvez goûter? Non, moi je viens de la goûter, c'est très très bon. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Vous êtes à Saint-Laurent, donc dans le Champsaur. Vous développez quoi exactement? Alors nous on fait donc des plants truffiers en Melanosporum ou les Unicinatum. Et aussi on fait aussi des plants pépinières, donc tels que les petits fruits rouges, les arbres fruitiers d'ornement, le sapin de Noël. Anne-Marie, vous êtes vendeuse, et donc il y a aussi des laboratoires qui produisent donc, ces plants truffiers. Mais vous, en tant que vendeuse, qu'est-ce qui se vend en ce moment le plus? Alors, le plus en ce moment, c'est évidemment la truffe noire du Périgord, donc tous les essences, quoi. Et pour la truffe noire du Périgord, donc, ça demande un pH de terre calcaire, pH 7,5 à 8. Donc la première, deuxième année, donc, il faut bien travailler la terre, bien arroser. Puis après, au bout de 5-6 ans, si vous travaillez bien la terre, évidemment, vous récolterez vos premières truffes.
Merci Anne-Marie pour tous ces conseils, cette découverte des plantes ruffiers. Bonne fin, on va dire, de foire. Nous, on continue notre voyage. Regardez, c'est juste derrière moi. Là, on prend les directions du Val de Serre, près de Notre-Dame-du-Lot, où là, on va parler de plantes en suspension. Alors là, on a pris la direction pour cette dernière étape du pays, dans le pays, on va dire, des horticulteurs des Hautes-Alpes. Et bien là, on est au Val de Serre, près de Notre-Dame-du-Lot, avec Benoît Signoret. Vous êtes, vous, producteur de plantes? Oui, on est producteur de plantes à Val de Serre. On produit des géraniums, toutes les plantes à massif. Après, on produit aussi beaucoup de jardinières pour les communes, comme Sisteron, Laragne, Savine. Voilà, ils nous amènent leur bac vide et on leur remplit et ils viennent les chercher dès que c'est prêt. Vous avez aussi une autre spécificité, Benoît, c'est les plantes à suspension. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne notamment? Oui, bon alors je vais vous montrer la suspension. Ça, c'est pour préparer une suspension comme ça, c'est des jeunes plants qu'on plante à partir du mois de janvier, qu'on élève jusqu'à maintenant. Voilà, dans cette suspension, on a planté 5 plants. Voilà, donc il faut à peu près janvier, février, mars, avril, il faut à peu près 4 mois pour faire une suspension comme ça. Et vraiment, la plante doit aussi tomber, c'est ça? La plante doit retomber, oui, pour que ce soit bien plus joli. Oui. Pour finir, là, on va voir, il y a toute cette lignée donc, de plantes à suspension. Il y a quoi là? Ça, c'est un surfinia. Oui. Ça, c'est une autre variété de surfinia. Ça, c'est une nouvelle couleur qui est sortie cette année. Là, c'est très joli. Et là, c'est celle que vous préférez? Oui, ça, c'est un géranium. Oui, ça, c'est ce que je préfère. C'est ce qui est plus résistant pour notre région. Ça va très bien. Pas besoin de trop d'arrosage. Ça fleurit tout l'été. Plein soleil, voilà. C'est la plante idéale pour chez nous. Voilà, notre voyage donc au pays de l'horticulture des Hautes-Alpes s'achève. Un autre voyage commence aussi, celui qu'on a débuté depuis le début de la semaine. Remonter le temps pour découvrir des vieux métiers. Aujourd'hui, c'est le tour à bois. Je suis tourneur sur bois par passion. Moi, j'ai appris sans stage. Et bon, c'est par passion. À mesure que je cassais, hop, je rappelais comment je cassais et je me suis amélioré comme ça. Voilà. Le métier de tourneur, c'est un métier qui est assez ancien parce que j'ai trouvé des vieilles revues très anciennes qui ont été rééditées et que j'ai recopiées pour faire mon tour à ficelle. Alors dites-moi un peu, on dirait que vous avez un arc à l'envers là-dessus. Non, il est à l'endroit. Alors, à la place de la corde de l'arc, vous avez une bobine sur laquelle il y a 4 ficelles torsadées. Alors les ficelles torsadées, ça fait tourner la bobine et c'est ce qui donne la puissance à l'arc. Voilà. Vous en servez un peu de ressort en fait. Voilà, ça sert de ressort, oui, de moteur. Le moteur plus la jambe plus la poulie et les 4 cordes tendues, torsadées, ça donne la puissance au tour. Mais il y a beaucoup d'artisans même qui viennent me voir. Ils n'ont jamais vu ce modèle de tour. Alors je leur explique comment j'ai trouvé ce modèle de tour. Ben, quand on fait, c'est facile, quand on voit faire. Et après, quand ils prennent l'outil en main, ils voient bien que c'est assez... Il faut combiner le pied, la main, et voilà. Alors, ils voient que c'est mariole. À l'époque, on devait faire des louches, des ustensiles de vaisselle. Et après, sûrement des berceaux, après des meubles, des rayons, des trucs comme ça. Ou des moyeux même, des moyeux de charrettes, de tombereaux, des trucs comme ça. Voilà. C'est une assiette, c'est une fausse soucoupe. Ça, c'est l'assiette, et ça, c'est la fausse soucoupe. Je connais un tourneur des Bauges qui s'est servi d'une vieille souche de bois pour faire un tour, quoi. En gardant les vaches, il tournait son bois et faisait ses tournages. Nous sommes ici au cœur du système de la fin de JT, cette cuisine ouverte sur la patinoire extérieure de l'Alp Arena avec Cédric Manzoni. Ici, vous insistez à venir à faire ces démonstrations culinaires.
Démonstrations qui sont très importantes pour représenter les produits Hautes-Alpes naturellement et également pour représenter les maîtres restaurateurs. Nous sommes 19 dans ce département et nous nous battons pour la véritable cuisine française et surtout haute-alpine à travers nos savoir-faire. Avec des saveurs bien sûr extraordinaires. En guise de générique, donc un florilège d'images de démonstration avec la poésie au bout des lèvres de Cédric Monzoni. Donc aujourd'hui, c'était risotto de petit épeautre avec une tombée de légumes et des Saint-Georges frais. Saint-Georges qui est le champignon actuel, donc le champignon de Paris, on va dire sauvage, qui se ramasse en même temps que les morilles dans les sous-bois de nos départements, particulièrement dans le Dévoluy. Risotto qu'on a fait dans un premier temps une petite ébullition. Ensuite, on l'a fait éclater, donc on a pris le riz qu'on a fait comme un risotto en fait. On a donné un petit peu au riz ce risotto d'épeautre, un petit peu un côté transparent. Ensuite, on l'a mouillé avec un petit peu de fond. Ensuite, derrière, on y a mis les petits légumes qu'on avait cuisinés au préalable, juste tombés au beurre, avec un petit peu d'ail, avec un petit peu de thym frais, avec un petit peu d'oignon, avec des carottes, des blettes, tout un tas de petits légumes saisonniers. On a fait revenir les Saint-Georges ensuite à la fin. On a mélangé les uns avec les autres. Tout s'est harmonisé, on a légèrement crémé. Avec ça, on a servi donc pour faire une transition entre le chaud du risotto et le glacé du jus. Pour le jus, on a fait une courgette mixée avec de l'huile d'olive, du citron, de l'amande fraîche, de l'origan, du sel, du poivre, passé au blender, au Thermomix pour les dames, passé au blender et ensuite on a servi ça, donc le risotto bien chaud avec la courgette bien glacée et on a vraiment une alliance dans le palais qui est assez fastueuse. La poésie des restaurateurs avec les saveurs des Hautes-Alpes, c'est Hautes-Alpes naturellement.